Salut. Un ami me disait il n'y a pas très longtemps, ne m'envoie plus jamais de vocal pendant que tu marches dans la rue. Il habite à la campagne, il avait besoin de calme et le bruit des travaux lui avait percé les tympans. C'est vrai qu'à Toulouse, on a beaucoup de travaux, on loge, on reloge, on construit, on déconstruit, on reconstruit. On déloge aussi parfois, et puis parfois ça tombe, il faut quand même le dire. Donc la question du logement et de l'habitat, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans un café décroissant sur TV Brie. On est au poil de la bête, on a Gouard et on a Sacha à la technique, moi c'est Ise. Bienvenue à toutes et à tous. Nos invités, Michel Redby qui est architecte et Thomas Coudrette qui est cofondateur du C10, le collectif, alors toujours pareil, les acronymes, mais ne m'aide pas, le collectif d'entraide et d'innovation sociale. Bravo. Ouais, pas mal. Et de ressources solidaires. RS, ça va, je suis bien. Donc on va parler squat ou pas squat. Et puis démocratie en termes de logement, on en est où là? Un café décroissant, générique. Un café décroissant, c'est une émission de TV Brie. Vous savez qu'on est une télé associative et participative. Vous pouvez venir nous soutenir et participer à la construction. Mais c'est cool aussi quand vous nous likez, quand vous vous abonnez et tout ça. On est pour. N'hésitez pas. Michel et Thomas, on vous a invités pour parler de cette question. C'est vrai que le logement à Toulouse, comme dans toutes les métropoles, c'est une question, moi j'ai l'impression d'en avoir entendu parler depuis toujours. Que ce soit le 115 est débordé, les hébergements d'urgence sont débordés, il y a des gens qui meurent dans la rue. C'est vraiment une question qui n'a toujours pas été résolue, il me semble-t-il. On est toujours dans la même panade et dans la même situation. Thomas, voilà, alors, je te vois hocher la tête, peut-être pas quand même, tant mieux. J'ai déjà caché l'ambiance, je pense que c'est bien pire qu'avant. C'est bien pire, voilà. Ouais. Donc je voudrais qu'on en parle avec toi, mais Michel, bien sûr, tu peux intervenir quand tu le souhaites. On a parlé à l'épisode précédent, on a discuté de ce qui se passait au Mirail, de ces immeubles de qualité, nous disait Michel, avec des logements vraiment de qualité qui avaient été sans concertation particulière avec la population, qui avaient été murés, qui avaient été vidés de leurs habitants. Pour autant, on manque de logements sociaux. Mais toi, tu me disais en off, la question du logement, dans le cas des municipales, c'est presque non-sujet. Tu peux nous dire pourquoi ? Oui, alors en fait c'est vrai que quand on ne connaît pas trop les compétences des différentes institutions, on a tendance à penser que le logement c'est la mairie. Mais en réalité, pas tant. Si on veut régler le problème du logement, il s'agit déjà plutôt des élections par exemple législatives ou présidentielles. Les élections municipales, ça ne suffit pas à régler la question du logement. Le principal responsable du logement c'est l'État. Pareil d'ailleurs sur la question de l'hébergement. Par exception, il y a le conseil départemental pour notamment les publics les plus fragiles, comme l'hébergement par exemple des personnes mineures ou des femmes victimes de violences, etc. Mais globalement, le logement, ça dépasse largement les communes. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent rien faire, mais ça veut dire que ça reste un acteur secondaire. Ouais. Alors toi, tu es, comme je l'ai dit en introduction, cofondateur du C10. Et de ressources solidaires, mais aussi cofondateur de l'agence intercalaire, qui est une SCOP. Donc on a association, collectif et SCOP, c'est bien, tout un panel d'organisations. J'ai l'impression que au centre de la réflexion, c'est un centre, tu essaies d'envisager la question sociale de façon presque holistique, c'est-à-dire avec tous les aspects. On n'est pas que sur le logement, sur la santé, sur l'emploi, mais sur l'ensemble du parcours de l'individu, ou en tout cas d'un moment dans sa vie où il trébuche un peu. Pour autant, la question du logement, elle traverse les trois organisations, je ne me trompe pas. Oui, en fait, à la fois,
Sans logement, c'est quand même compliqué de parler d'un accès à la santé, à la scolarité, à l'emploi, à ce qu'on veut en fait, à une vie normale. Sans logement, c'est absolument impossible. Mais en même temps, pour trouver un logement, tout est lié. C'est-à-dire que du coup, il y a par exemple beaucoup de logements vacants là où il n'y a pas d'emploi ou très peu d'emploi. Des fois, les personnes ne peuvent pas avoir un logement parce qu'il n'y a pas l'accompagnement sanitaire dont les personnes ont besoin. Par exemple, il y a plein de déserts médicaux, donc ça aussi, ça engendre des conséquences. Enfin voilà, il faut vraiment croiser beaucoup de choses pour arriver à la formule de logement adaptée aux personnes. D'ailleurs, le logement peut être individuel ou collectif. On peut avoir un logement stable mais collectif, choisi, avec tout un tas de formes d'habitat aussi alternatives. Et c'est vrai que voilà, on prend souvent la question du logement et pas de l'habitat. Alors que finalement, l'enjeu, c'est plutôt comment on habite quelque part. Donc c'est aussi les commerces de proximité, les possibilités de vie citoyenne, etc. Donc tout à l'heure, tu disais, bon, de toute façon, ça n'a jamais été réglé. Ça n'a jamais été réglé. Mais à une époque, les personnes qui étaient à la rue, c'était des profils avec souvent pas mal de problématiques d'autonomie, d'enjeux sanitaires, donc des gens dits un peu clochardsisés, avec du coup, les gens ils boivent, ils sont dehors. Enfin, voilà, il y avait une autre problématique que le manque de logement en réalité dans les années 80-90. Des problématiques de santé, beaucoup. Voilà, c'était vraiment d'autres sujets que le strict sujet du logement. Ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est qu'en fait, petit à petit, tous les publics quasiment se sont retrouvés concernés par le mal logement. Alors la vie à la rue, la vie dehors, c'est évidemment la forme la plus criante de mal logement, mais il y a plein de formes de mal logement. Oui, SDF, c'est pas juste à être à la rue. Non, voilà. Par exemple, il y a sans-abri et SDF. Souvent, les deux sont confondus. Voilà, il y a plein de personnes SDF. Par exemple, la plupart des personnes SDF ont un toit au-dessus de la tête. Au sens de l'INSEE, etc., sans domicile fixe, ça veut dire sans domicile fixe, ça ne veut pas dire sans habitat. C'est le fixe qui est important. Voilà. Et par exemple, d'ailleurs, souvent on parle maintenant de sans résidence stable. Ce qui est déjà plus la même chose parce que par exemple on peut ne pas avoir une résidence stable mais un domicile notamment postal fixe. Donc ce qui se passe c'est que par exemple la plupart des personnes SDF, si on regarde, c'est des personnes qui sont dans de l'hébergement d'urgence, qui sont dans des hôtels financés par l'État ou le département. Il y a beaucoup plus de personnes dans ces hébergements précaires que de gens à la rue. Il y a aussi beaucoup plus de gens qui vivent dans des bâtiments sans droit ni titre, donc en squat ou dans des terrains occupés illégalement. Voilà, l'immense majorité en fait. Oui, il y a des bidonvilles quand même. On parle pas assez pour moi, je trouve des bidonvilles. Dans la rue avec un sac de couchage. Oui. Donc c'est aussi la différence entre ce qu'on voit, la partie émergée de l'iceberg, on va dire, qui est plus criante, parce qu'effectivement le trottoir c'est quand même un peu ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Et puis en fait l'immense majorité des personnes SDF. Donc là déjà ça fait beaucoup plus de monde. On passe de quelques centaines à Toulouse de personnes sans abri. Il y a des milliers de personnes SDF. Et si on parle de mal logés, là on passe à des dizaines de milliers de Toulousains et Toulousaines qui sont mal logés. Et là il y a une invisibilisation. Et c'est énorme. Et là on n'est pas du tout sur le même type de solution non plus. Le mal logement, ça peut être un logement trop petit bien sûr, suroccupé, mais ça peut aussi être un logement trop grand, donc trop cher. Il y a des gens qui subissent un logement trop grand, qui se retrouvent dans la précarité parce qu'ils sont dans un logement trop grand et qu'ils n'en obtiennent pas un plus petit. Ça peut être un logement mal isolé. Ça peut être un logement situé trop loin de son emploi ou de sa formation. Donc des problématiques en fait, de mal logement, il y en a plein. Et c'est encore un autre sujet. Voilà, donc c'est vrai que c'est des sujets, comme on le voyait dans l'émission précédente, sur les questions de rénovation d'émotions, etc. C'est des sujets quand même très complexes. Là aussi, nous, sur les questions d'exclusion, voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Il faut croiser beaucoup de données en fait. Emploi, santé, administratif aussi, bien sûr. Il y a la question aussi du statut administratif. Du statut administratif, de personnes étrangères, puisque souvent on entend l'extrême droite aujourd'hui raconter n'importe quoi sur les questions notamment de logement. En réalité, bien sûr qu'il y a une préférence nationale, puisque on a beaucoup moins de personnes françaises SDF que de personnes migrantes, parce qu'elles n'ont pas accès aux mêmes choses. Et qu'évidemment, les personnes migrantes ont accès à beaucoup moins de choses. Par exemple, elles ne peuvent pas avoir de compte courant, donc elles ne peuvent pas avoir d'aide au logement. Enfin, pas toutes les personnes étrangères, mais les personnes SDF migrantes, il y a beaucoup plus de difficultés en réalité. Donc c'est vrai que voilà, il y a énormément d'enjeux et il faut énormément de solutions aussi, que ce soit en termes d'hébergement, des solutions adaptées. Mais je trouve ça très intéressant de faire la distinction entre logement et habitat. Et en termes d'habitat, donc tu le disais, c'est vrai que la mairie n'a pas la main sur la question du logement, forcément, mais ceci dit, elle peut accompagner des dispositifs
ou des innovations qui peuvent se faire aussi, parce que pour le coup, il me semble que les collectifs et le milieu associatif est absolument... sans ce milieu-là, la situation serait bien pire. Et la mairie peut ou pas accompagner les dispositifs, les innovations, etc. Est-ce que toi, il y a sur la question de l'habitat, tu aurais ta préférence en termes de ce que l'on peut faire, ce que l'on peut imaginer, la façon dont on peut imaginer le vivre ensemble, et est-ce que la mairie toulousaine accompagne ce genre d'innovation ou pas ? La mairie de Toulouse, en fait, y a des questions d'animation territoriale, c'est-à-dire il y a des choses où la mairie ne fait pas directement, mais normalement elle devrait mettre autour de la table un ensemble d'acteurs pour qu'ils fassent mieux, donc notamment les bailleurs sociaux, plein d'associations, mais aussi des habitants et des habitantes. Oui, ça fait le lien, elle anime en fait. Donc ça, par exemple, ça manque. Le faire ensemble, en fait, l'intelligence collective, la transparence, voilà, tout ça, ça manque, parce qu'effectivement, il n'y a pas ces instances-là. Ensuite, il y a aussi des questions de posture. Par exemple, une mairie ne peut pas décider de réquisitionner puisque du coup, l'État doit valider les réquisitions. Donc la loi de réquisition, aujourd'hui, si elle n'est pas revue, elle est à peu près inapplicable. La dernière fois qu'une ministre du Logement a essayé, c'était Cécile Duflot, elle a fait 0 réquisition, alors qu'elle a fait étudier des dizaines de milliers d'adresses, et ça n'a pas fonctionné parce que la loi de réquisition, depuis un amendement de Christine Boutin dans les années 2000 et quelques, elle n'est plus vraiment applicable telle qu'elle. Mais un maire peut très bien dire, moi je suis pour qu'on ait une loi de réquisition applicable. Moi c'est mon cas, par exemple, je ne demande pas à la mairie d'appliquer la loi de réquisition parce que je sais qu'elle ne peut pas le faire. Par contre, la mairie pourrait s'exprimer en disant, on a un gros problème de vacances immobilières, donc on va proposer des dispositifs pour inciter les propriétaires à mobiliser leur patrimoine. Donc là, on pourrait faire plus que ce qui est fait aujourd'hui, mais c'est quand même aujourd'hui, une mairie comme la mairie de Toulouse, c'est l'idée de « Ah non, mais nous, on n'est pas là pour contraindre, obliger. On n'est pas ce genre de grands communistes, tout ça. Nous, on va proposer des choses. Même dans la proposition, ils font quand même beaucoup moins que ce qui pourrait être fait. Et ensuite, le cadre qui, à un moment, vient contraindre par la loi les gens à faire quelque chose de leur bien, la mairie fait peu aussi. On peut, par exemple, parler des taxations progressives de la vacance. On peut très bien avoir une taxation de la vacance. C'est-à-dire que si le logement reste vacant, c'est pas forcément réquisitionné, même des fois ça peut être juste s'il est vacant, comme c'est un mauvais usage de votre bien immobilier, petit à petit on va le taxer de plus en plus. Donc à un moment, vous allez, soit vous êtes milliardaire et c'est votre kiff de garder quelques logements vacants et que c'est votre pied, soit en fait vous allez à un moment être incité à utiliser votre bien. Donc ça c'est vrai qu'on est aussi assez loin du compte en fait, parce qu'il y a sûrement une culture politique aussi qui est de pas trop vouloir embêter les propriétaires. Voilà, donc c'est bien sûr la collectivité pourrait faire beaucoup plus, ça j'en suis convaincu. Et puis au-delà de ça, enfin nous ce qui nous choque beaucoup, c'est qu'on est en première ligne de la précarité et que il y a la question du logement, mais il y a la question justement des gens qui en sont dépourvus ou qui sont par exemple dans un logement sans eau chaude, enfin un logement. Du coup ça rentre pas dans les critères du logement, un habitat, un toit, un abri, pour le coup un abri sans eau chaude. Donc il y a la question des douches municipales, la question des repas chauds. Oui. Voilà, et là on voit qu'en fait nous depuis des années au C10 on dénonce ce qui se passe parce que maintenant il n'y a plus de repas chauds en été, parce que du coup trop compliqué, donc le soir il faut que les assos se débrouillent, mais le service de la mairie qui porte ça ne fait plus. Les douches municipales elles ont subi 3 mois de travaux en début d'année sans remplacement. Donc voilà, à un moment, y compris notamment les politiques de droite, disent ouais mais les gens il faut qu'ils se mobilisent, qu'ils trouvent un boulot et tout. Mais comment on fait quand on dort dehors ou qu'on n'a pas accès à une douche, qu'on n'a pas accès à une laverie, qu'on n'a pas accès à une bagagerie, à tous un autre problème que nous on signale et qu'on espère que ça va évoluer dans le cadre de ces municipales. C'est d'ailleurs une promesse de Moudin que pas de ce mandat-là mais du mandat d'avant, c'était une bagagerie. C'est-à-dire qu'en fait, dire à quelqu'un qui est à la rue, qui a un énorme bagage, mais vas-y, va faire tes démarches administratives, mobilise-toi, va faire ta pièce d'identité pour faire ta demande de logement social, puis trouver un logement. Si dès le départ, la personne elle est censée faire des démarches avec toutes ses affaires, son duvet, ses sacs à dos, ça marche pas. Donc en fait, pour sortir les gens aussi de la précarité, il y a besoin d'accueil de jour, il y a besoin de bagagerie, de douche, et c'est la base. Parce qu'après, effectivement, on peut parler accès logement, santé, mais aujourd'hui, il n'y a pas la base. Et c'est vrai qu'on trouve que une mairie devrait dire je peux pas remplacer l'État, mais à minima, on va pas vous laisser dormir dehors et le matin galérer à trouver une douche chaude, parce que les douches municipales sont par exemple ouvertes que 5 jours de la semaine. Ah, d'accord. C'est magique, c'est le genre de service public top. Donc du coup, on va pas vous laisser dehors sans douche, sans repas chaud. Et ça, c'est un sujet qui est à l'échelle d'une mairie.
Et on peut attendre beaucoup plus de la mairie. Donc, et qui permet, si effectivement la mairie compense de cette manière et crée les conditions j'ai presque envie de dire d'une paix intérieure, c'est-à-dire que c'est quand même, on aborde du coup la vie de façon un peu plus sereine, parce que ça, en termes de charge mentale, là, on a dépassé les seuils. Ça permet aussi de se consacrer justement à la recherche d'un logement, d'un emploi, de démarches administratives. C'est ce que tu veux dire. Et un autre exemple de ce qui enferme les gens dans la précarité, par exemple, c'est les chiens. Les chiens, pour quelqu'un à la rue, c'est un ami essentiel. Ouais. Et en même temps, ça enferme dans la précarité, parce que pour faire les démarches, on ne sait pas où laisser le chien. Nous, on souhaite que les gens de la rue soient entendus et qu'il y ait des lieux pour déposer le chien pendant les démarches administratives. Ça, c'est un truc, j'espère qu'on va aboutir avec ou sans la mairie, mais il faudra bien aboutir. Il y a des gens qui veulent sortir de leur situation, en fait, sauf qu'ils ne savent pas. Pour prendre la douche, il y a des endroits pour prendre la douche, on arrive à 9h, on s'inscrit, on passe à 11h30. Bon, pratique. On ne sait pas où laisser ses bagages, on ne sait pas où laisser le chien. Enfin, avoir un rendez-vous, en tout cas honorer un rendez-vous, ça devient très très compliqué. Donc c'est tout ça aussi, c'est aider les gens dans leur vraie vie, dans leur parcours en fait. Ouais. Et de la même manière, on parle aussi beaucoup par exemple de Toulouse, mais à Toulouse il y a plein de gens qui ne veulent pas absolument rester à Toulouse, mais si on veut que les gens ils puissent aussi sortir de Toulouse, parce qu'en fait tout le monde n'est pas attaché à Toulouse, faut les écouter. Tu veux dire les accompagner, habiter ailleurs? Bah oui, et les accompagner dans leur parcours de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à s'éloigner de Toulouse s'ils ont une solution de scolarité pour les gamins, qu'il y a un accès à un emploi, le logement peut suivre, à la santé, etc. Ou au transport. Clairement, effectivement, il y a des limites physiques aussi. À toujours vouloir rester dans une commune, la question du RER toulousain, la question des transports locaux, bien sûr qu'il y a un lien fort entre le logement et les transports, et que quand on a par exemple une politique de transport très orientée TGV, c'est le cas de la France depuis très longtemps, qui engloutit des dizaines et des dizaines de milliards dans des lignes à grande vitesse, c'est pas le train du quotidien. Le train du quotidien, c'est du RER. Alors c'est génial pour les gens. Tout à l'heure on parlait aussi d'une certaine vision politique et sociale. Là on est aussi là-dedans. Il y a les gens qui se disent ah bah oui, attendez, moi quand même il me faut une alternative à l'avion. Quand je vais à Paris, le train c'est trop long. Oui, enfin dans la vraie vie, au quotidien, il y a surtout une grande diversité sociale dans les TER et les trains, les transports régionaux, et c'est là qu'on manque de moyens. À Paris, par exemple, on voit comment le RER a été méprisé. Il y a eu des énormes projets TGV, super, on va à Lyon en 2 heures. Par contre, en 2 heures, des fois, on traverse à peine Paris dans des conditions scandaleuses. Donc, voilà, c'est aussi, nous, sur nos questions d'habitat, en fait, la question des transports, voilà, le fait de financer une autoroute qui va coûter une fortune, avec une aberration écologique par ailleurs, le fait de financer une LGV qui coûte une fortune, non, en réalité, c'est pas les besoins. Et donc, du coup, on fait aussi les conséquences, c'est aussi des gens qui vont se retrouver exclus du logement, des transports, parce que les politiques ont suivi d'autres logiques. Et on comprend du coup aussi que c'est une question démocratique. La question du logement, elle est vraiment au cœur de la question démocratique, parce que moi, ce que j'entends, ce qu'on entendait dans l'épisode précédent, où on discutait avec Michel, c'est que le besoin des individus, le besoin des collectifs n'est pas entendu. Ce que l'on fait, c'est qu'on informe la population, mais finalement, on se dit à l'écoute, mais non, c'est une information, c'est pas du tout une concertation. On a l'impression que les politiques, ils savent pas faire, ou ils veulent pas faire. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, j'avoue. Quelle est la tienne, Thomas ? Moi, je pense que dans la mesure où la démocratie va très très mal, tout le reste va très très mal. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai participé à beaucoup de luttes et d'engagements. Ma conclusion, à chaque fois, ça a été ça. Derrière un aéroport aussi inutile que celui de Notre-Dame-des-Landes, derrière les LGV, etc. La façon dont sont prises les décisions, voilà, la démocratie, c'est déjà l'accès à une certaine éducation, y compris économique. Bon là, nous on a des dirigeants qui, pour leurs enfants, sûrement pensent que l'économie c'est bien, mais pour les gens en général, sûrement il n'y a pas besoin de faire d'économie. Les maths, on peut sûrement s'en passer, parce qu'il y en a plein. Okay. Donc en fait, les gens sont privés d'éducation. L'éducation va déjà très mal. Ensuite, il faut être informé de ce qui se passe. La façon dont les sujets sont couverts, que ça soit ceux des démolitions du Mirail, de la LGV. Évidemment, si on dit aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre la LGV ? Est-ce que vous préférez 5 heures de train ou 3 heures de train ? Bon, tout le monde va dire 3 heures. Si par contre, on dit alors, par contre, pour passer à 3 heures, quand vous prendrez le train une fois par an, en général c'est plutôt ça, on va sacrifier tout. Les transports du quotidien. Oui, les transports du quotidien, mais aussi le les collège, arbres, les forêts. la vie culturelle. Non, mais la vie culturelle. En fait, on a des gens, par exemple, le conseil régional subventionne la LGV, mais sacrifie éventuellement une partie de la politique culturelle. Si on prend le département, c'est encore pire, parce que le département sacrifie des missions comme la protection de l'enfance.
je ne vais pas casser l'ambiance à parler de la catastrophe, mais vraiment catastrophe humaine qui se passe pour les mineurs qui aujourd'hui ne sont pas mis à l'abri, même des fois quand ils sont victimes de violences, voire de violences sexuelles, il faut un certain temps pour que les mineurs soient mis à l'abri. Et ben, le même département met des centaines de millions d'euros, je crois 600 millions d'euros pour le conseil départemental de Haute-Garonne, sur la ligne à grande vitesse, qui n'est pas dans ses missions. Donc là, tu parles de démocratie, où le conseil départemental a vu qu'une mission tout à fait secondaire comme le Toulouse-Paris devait justifier 600 millions d'investissements au détriment du coup des collèges, de la protection de l'enfance, de la protection des femmes victimes de violences. C'est ça qui est vraiment insupportable en réalité. C'est-à-dire qu'il y a la pauvreté dans des pays pauvres. Moi j'ai pas mal voyagé, c'est pas la même chose. Là on est quand même dans un pays riche qui maltraite ces pauvres, qui maltraite la grande majorité aujourd'hui de la population. En fait de l'argent il y en a qui part dans d'autres choses. C'est pas ce qu'on entend quand tu parlais de... Mais non, mais c'est ça. Et du coup, moi, c'est vrai que quand je vois des femmes victimes de violences qui sont pas hébergées, ou alors on leur fait des entretiens longs comme le bras en disant mais attendez, parce qu'on en est là, la préfecture par exemple dit ah oui mais attendez, si le mari violent est à Montpellier, on n'a pas besoin de la protéger, c'est bon. Le mari violent est tellement con qu'en plus il va pas venir jusqu'à Toulouse. Donc on nous sort des raisonnements comme ça quand il s'agit de protéger les gens. Et par ailleurs, par contre, pour un certain nombre de sujets comme la ligne à grande vitesse, là, on va mettre 600 millions sur une compétence qui est secondaire. C'est insupportable. Voilà, ce que j'entends, Thomas, dans ta colère, que je partage, c'est que quand même, on fait des choix. Ce sont des choix politiques. Hein, c'est pas le fruit du hasard. Il y a un choix politique. Il y a quand même la vision d'un monde. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est sur des municipales aujourd'hui, donc on pourrait se dire, c'est pas là que ça se joue. Ceci dit, quels sont les moyens aussi d'action qui restent? Donc, on pouvait, à un moment donné, il y a quelques années, c'est vrai que c'était la question des squats. On occupait, ça se voyait, ou on mettait des tentes aussi dehors, ça se voyait, on en faisait parler, les médias s'en emparaient, etc. Et on avait l'impression qu'on pouvait faire avancer les choses de cette manière-là. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que justement ça a changé? Là-dessus, c'est vrai que je suis désolé parce que heureusement je travaille sur des projets plus positifs, mais sur ces sujets-là, c'est extrêmement négatif. C'est-à-dire que du coup, les préjugés sur les personnes précaires et pauvres sont de pire en pire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on se mobilisait en disant il y a des gens dehors, on avait quand même un certain soutien dans l'opinion publique. Là, aujourd'hui, il y a aussi un discours. Alors, comme par hasard, c'est aussi les médias qui appartiennent à des milliardaires qui viennent sortir un certain nombre de trucs délirants sur des questions de mérite, etc. Mais en réalité, quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, de plus en plus tôt, vu que le département vous met dehors très vite, c'est quand même beaucoup plus compliqué dans la vie que quand on a des parents derrière. Et aujourd'hui, si on fait des manifs, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un certain discours un peu méritocratique, machin, donc y compris de gens qui avaient des bons parents derrière, qui avaient du coup des parents qui ont donné de l'argent pendant les années d'études, qui ont été garants pour l'appartement, qui vont juger des gens qui, eux, sont dehors parce que sûrement qu'ils ne veulent pas assez s'en sortir. Et ce discours-là, par exemple, quand on est au cœur de l'hiver, je prends un exemple flagrant et d'actualité. Maintenant, avant, il y avait deux nuits avec des températures négatives. Le préfet déclenchait le plan grand froid avec mise à l'abri. Aujourd'hui, on a affaire à des gens. Alors ça situe, j'aime bien moi, parce que je trouve que ça chiffre un peu l'humanité des gens qui sont à la préfecture. Aujourd'hui, s'il ne fait pas moins 11, ils considèrent qu'il ne fait pas froid, et si dans la journée ça remonte même à 0, ça va. C'est-à-dire il fait moins 10, ça remonte à 0 dans la journée, pour eux il n'y a pas besoin de mettre à l'abri. Ces gens-là, c'est pas une question budgétaire, parce qu'on va prendre le cas de cet hiver, par exemple cet hiver il y a tout qui était prêt, comme l'hiver d'avant, ça n'a pas été mobilisé. C'est-à-dire c'est même pas genre oh là là, on n'a pas anticipé et tout. En fait en réalité c'est préparé, parce qu'il y a un certain nombre de gens, dont moi, qui s'en préoccupent dès l'été, de savoir mais où est-ce que ça pourrait se passer cet hiver. Et les 2 derniers hivers, on a des lieux qui sont prêts, avec des lits picots, les couvertures qui sont prêtes, une asso qui est prête à se mobiliser, tout le monde qui demande que ça d'accueillir, et le préfet décide de ne pas mettre les gens à l'abri. C'est anecdotique au niveau budgétaire, réellement c'est anecdotique. C'est-à-dire on a affaire à des gens qui, mentalement, politiquement, socialement, sont dans une idéologie qui finalement considère qu'il y a plusieurs niveaux d'humains, que eux ils sont super. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de préfets qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance, quelque chose me dit ça, mais eux ils jugent les gens sortant de l'aide sociale à l'enfance, et finalement s'ils sont dehors, je vais les laisser dehors quand il fait moins 10. Enfin pour moi il n'y a plus beaucoup d'humanité là-dedans. On a affaire à des gens qui considèrent qu'on n'est pas une seule espèce. Laisser les gens quand il fait moins 10, même en journée, même passer 1 heure dehors, c'est pénible. Non, mais là, on laisse les gens dehors quand il fait moins 10. Ouais. C'est encore arrivé il y a quelques semaines à Toulouse. Bien sûr. Et il y a un sentiment d'impuissance aussi, parce que comme tu le disais, Michel, on les voit dans la rue, on les croise dans la rue, on s'arrête parfois pour certains, et
on ne sait plus quoi faire. Il y a une époque où on pouvait dire, écoutez, je vais vous aider à téléphoner. On savait que voilà, le 115, il y aurait un hébergement, qu'il y avait un plan grand froid, qu'on pouvait peut-être se reposer sur un certain système. Et aujourd'hui, on ne sait pas, il y a une forme d'impuissance aussi. Et du coup, on se démobilise, on rentre un peu chez soi et on ne sait plus quoi faire, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'au niveau des élections municipales, les équipes peuvent s'engager à ce qu'il n'y ait plus de gens dans la rue. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Alors pourquoi ? Parce que je pense que le logement d'urgence, c'est une question en fait qui devrait être au centre. On ne peut plus accepter qu'il y ait des gens parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le droit à l'existence qui est en cause. La personne qui est dans la rue, c'est l'antichambre de la mort. Ils n'ont pas de barbelé autour, mais c'est pareil. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que on en parlait en off. Il y a des municipalités qui pallient aux défaillances de l'État, mais non. Vas-y. En fait, justement, ça n'est pas possible. Vas-y. Parce qu'en fait, si une mairie en France réglait le problème, il y a énormément de gens qui viendraient parce qu'en fait, pour le coup, il y aurait un appel d'air. C'est pas quelque chose qu'on peut régler localement. Il y a eu par exemple à Toulouse un dispositif pendant des années pour les mineurs isolés qui est un problème national. L'État qui prend pas le relais des départements quand un mineur est considéré finalement majeur, notamment pour des jeunes personnes migrantes. En fait, on a eu tout un tas de jeunes qui, sur d'autres départements, n'avaient pas de solution, qui sont venus ici. C'est-à-dire, on ne peut pas régler à l'échelle locale. Moi, ce que je demande plutôt, et c'était déjà le cas au mandat d'avant, c'est aussi, encore une fois, c'est pour ça que je parlais aussi de positionnement, le fait de dénoncer. C'est-à-dire que tous les maires, en fait, et ça a fini par venir, mais je veux dire, ça a été long et puis pas assez fort. Mais il y a finalement eu, parce que j'avais dit notamment Europe Écologie qui avait récupéré beaucoup de mairies et de métropoles, mais pourquoi vous ne dites pas que vous êtes collectivement prêts à rentrer dans une logique de 0 personne à la rue, mais ça ne peut pas se faire vraiment à l'échelle d'une ville. Par contre, un maire peut être moteur en disant on veut, tant que l'État est aussi responsable, on veut que toutes les grandes villes se mobilisent et on signe une charte etc., pour s'engager. Et ça peut se régler, même on va dire sans être au gouvernement, mais ça veut dire que toutes les mairies se mettent ensemble. Et en réalité, vu les finances qu'elles ont, et vu la situation financière, parce que c'est pour ça que c'est un problème beaucoup plus vaste, à peu près d'ailleurs on le voit, les mairies qui sont d'opposition, on va dire, il n'y en a aucune qui fait des miracles là-dessus. On peut faire mieux que ce qui se fait à Toulouse, mais il n'y a quand même pas de miracle. Et dire localement je réglerai le problème, pour moi ça me pose un vrai problème d'honnêteté politique. Je connais quelques candidats qui se risquent à ça, mais en fait on dirait qu'ils ont trouvé une carte bancaire magique, que du coup tout va être possible, encadrer les loyers, alors qu'en fait il faut une loi qui permette d'encadrer les loyers. Aujourd'hui il n'y en a pas. Donc il faut en fait... Oui, c'est au niveau parlementaire que ça se... Tout ça se joue au niveau parlementaire en réalité. Le financement du logement social, les politiques de logement social, l'encadrement des loyers, la réquisition, tout ça c'est plutôt parlementaire et gouvernemental. Mais ça peut être aussi, comme souvent les questions d'ailleurs, elles se règlent souvent quand il y a une initiative locale soutenue par le national ou au contraire une volonté nationale soutenue par le local. C'est toujours entre les deux la question. Oui. Et là, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a une défaillance au niveau national sur le plan du logement et de l'habitat et il n'y a pas de compensation ou d'accompagnement au niveau local ou de volonté même. C'est pire qu'une défaillance. C'est pire qu'une défaillance. Oui, c'est-à-dire que c'est une mise en danger au niveau national. Donc moi je partage complètement l'idée que ça ne peut pas se résoudre au niveau local. Par contre, ça peut à un moment donné, je veux dire, c'est une porte qui est ouverte. Ça ne veut pas dire qu'elle va gérer, qu'elle va le résoudre. Mais comme tu le disais, je pense que l'action d'une équipe municipale à un moment donné peut entraîner, comme tu le disais, une mobilisation au niveau national sur le même thème, et c'est-à-dire sur le même axe, c'est-à-dire de regrouper les forces qui veulent en finir et qui veulent éradiquer, parce que je pense que c'est quand même une question extrêmement importante. Je veux dire, c'est un problème de démocratie tout court, c'est-à-dire d'humanité et de démocratie. C'est-à-dire que, en fait, alors, j'entends bien qu'il faudra des lois au niveau national, qu'il faudra des mesures qui soient prises, des décisions qui soient prises au niveau gouvernemental, dans le cadre d'un gouvernement qui s'engagerait à agir dans ce sens. Et bien évidemment, je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut agir. Mais en l'occurrence, les équipes municipales, puisqu'il y a des élections aujourd'hui, peuvent très bien aborder le sujet, le poser comme tu le dis, c'est-à-dire en disant « Nous savons effectivement que tout ne pourra pas être résolu,
mais nous avons l'intention de tout faire pour le mettre en œuvre. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui à Toulouse et hier et depuis maintenant quelques mandats, c'est qu'on marche quand même dans les pas de cette politique nationale qui est une politique effectivement de lutte des classes. Enfin, on est dans la question de la lutte des classes. D'une certaine manière, ça rejoint notre question à nous concernant les démolitions, parce qu'on nous a toujours opposé le fait qu'il y avait des financements pour la démolition, pas pour la reconstruction, pas pour la réhabilitation, mais il y a des financements pour la démolition, et que les offices sont obligés de prendre ces financements parce que sinon ils perdraient ces financements. Mais je pense que ça, c'est une vraie question. C'est pour ça qu'on a décidé de se constituer en collectif national avec d'autres collectifs. Qu'est-ce qu'on finance avec notre argent ? Voilà, pour demander à ce que les financements publics soient fléchés et utilisés pour réhabiliter et non pas pour démolir. Oui, on est dans une absurdité. On est obligé de travailler à la fois au niveau local et au niveau national. Je partage totalement ton point de vue, mais je pense que c'est une bonne occasion de poser le problème maintenant, parce qu'à l'occasion des élections municipales, si on n'aborde pas ces questions, si on dit finalement on ne pourra pas les résoudre au niveau local, donc on ne les aborde pas, eh bien, je pense qu'on se désarme soi-même, alors qu'en vérité, il faut les processus sont ensemble, travaillent ensemble. Après, je te laisse répondre. Oui, je l'ai pas dit là, mais en fait, en l'occurrence, avec le collectif Interassociation Toulouse, la Fédération des Solidarité, etc., on a un temps qui est prévu à peu près au même moment. Mais alors, comme la salle est à confirmer, mais en tout cas en début février, on a aussi un temps où on invite l'ensemble des candidats et candidates, donc candidats, parce que je crois qu'il n'y a que des hommes qui se présentent à Toulouse. Il n'y a que des hommes qui se présentent à Toulouse, absolument. Un gros problème, ça fait plus que questionner, mais donc les candidats hors extrême droite qu'on va inviter justement pour aborder tous ces sujets-là. Donc c'est clair que il faut s'emparer de ce sujet-là aussi, encore une fois, au monde municipal. On parlait du froid tout à l'heure, un bon exemple par exemple, on va voir ce que ça donne. Il y a des mairies, donc notamment de gauche, on va dire, certaines gauches, qui ont ouvert des gymnases en disant bon ok, ça devrait être l'État qui devrait le faire. Oui, voilà. Cet hiver on tente, on met à l'abri les personnes dans le gymnase à nos frais et on va au tribunal pour dire que c'est à l'État de payer et on présente la facture à l'État. Ça c'est quelque chose. Je pense qu'effectivement, durablement, on ne peut pas faire avec de l'argent public qui est fait pour autre chose, on ne peut pas faire ça. Mais par contre, là, pour faire plier l'État, c'est intéressant. Un autre sujet où, par exemple, la mairie pourrait faire beaucoup plus, et qui est un sujet fondamental, c'est l'accès aux droits. Alors là, c'est-à-dire comment on aide les gens à faire valoir leurs droits. Bon, c'est tout con. Mais aujourd'hui, c'est surtout fait pour que les gens n'y accèdent pas. Absolument. C'est-à-dire que l'État ou le département, les gens rendent les choses beaucoup plus difficiles parce qu'ils disent, attendez, vous voulez qu'on finance des dispositifs pour aider des gens à nous demander des trucs qu'ils ne nous demandent pas. D'un point de vue financier, comme en général c'est la finance qui domine dans pas mal d'institutions, d'un point de vue financier, c'est aberrant. Je vais payer un truc pour après qu'on me demande d'autres trucs à faire que je paye. Ok, mais d'un point de vue humain, est-ce qu'une mairie peut pas notamment aider les gens à accéder à leurs droits ? Par exemple, dans la ville de Grenoble, il y a des maraudes d'accès aux droits. Nous, on est carrément favorable à ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déplacent avec un ordi, qui peuvent aller voir les gens à la rue, etc. Ils vont tout faire sur place. Ils créent l'adresse de domiciliation postale, parce qu'en France, pour ouvrir des droits, il faut une identité vérifiable et une adresse de domiciliation postale. Ils font tout sur place. Ils peuvent remplir le dossier de demande d'hébergement, etc. Ils font tout sur place. C'est-à-dire, on fait de l'aller vers, ce qu'on appelle de l'aller vers. Et ça, pour moi, par exemple, c'est fondamentalement déjà être humaniste. Je pense que c'est encore plus incroyable que des mairies qui se disent de gauche ne le fassent pas, alors que l'accès au droit, la lutte contre les inégalités sociales, ça devrait être au centre de leur action. Normalement, le cœur de leur... Là, aujourd'hui, on a quand même affaire à des gens comme ceux du département, etc., des gens qui se disent socialistes, mais qui compliquent l'accès au droit. La question de l'accès au droit, elle est intéressante au-delà des moyens, parce que c'est vraiment... c'est peu de moyens, mais c'est un positionnement politique. Et c'est vrai que les mairies aussi pourraient aller vers les gens pour les aider beaucoup plus à faire valoir leurs droits auprès de l'État ou du département. Et c'est là où on tombe dans une sorte de copinage inter-institutions où quand même on s'arrange bien. Je t'emmerde pas trop là-dessus, mets-moi des sous pour ma LGV, paye un peu mon autoroute, et puis je dirai rien, et je dirai pas aux gens qui peuvent te mettre au tribunal parce que tu respectes pas leurs droits. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous, il y a beaucoup de fois, on a accompagné les gens, et on accompagne les gens vers le tribunal administratif, parce que pour faire valoir ces droits, il ne suffit pas que le droit existe. Il faut en plus se battre pour le faire valoir. Sauf que quand les gens sont malades, fatigués, dehors, encore une fois, les aider à faire valoir leurs droits, c'est fondamental. Et ça, dans tous les cas, quand on parle d'articulation, notamment du sujet logement et tout,
surtout, toutes les mairies devraient avoir ce parti pris de dire on va aider les gens à mettre au tribunal le département et l'État s'il faut, mais on va aider les gens à faire valoir leurs droits. Voilà. Donc moi, ce que j'entends, c'est il y a des choses à faire au niveau municipal, il y a plein de choses à faire, on l'entend bien. Il y a une volonté politique de ne pas faire parce qu'il y a un système et ce système, il est animé par une vision économique qui pourrait être, l'économie étant un outil, ça pourrait être tout à fait autre chose. Comme tu disais, Michel, l'économie pourrait être au service de toute autre chose. Il est quand même fou de penser que les subventions de l'argent public va aux démolitions, alors que les architectes, les urbanistes qui sont compétents dans cette matière vous disent qu'on peut faire autrement et pour moins cher. Donc c'est complètement, on est dans une aberration à tous les niveaux. Comment, la question piège, comment on change de système et on fait valoir le service public et non plus les intérêts privés, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les intérêts privés qui dominent. Comment on fait ? Tu veux y aller ? Vous avez une réponse ? Réponse courte, s'il vous plaît. En 30 secondes, c'est ça, quoi ? Ouais, 30 secondes. Chacun ? Je pense que c'est une question éminemment citoyenne et politique. Après, les uns et les autres peuvent avoir des points de vue différents là-dessus, mais... Parle dans ton micro, Michel. C'est évident que c'est la question principale, c'est une question de quel républicain on veut. Et par quelle voie on veut l'obtenir. Voilà, après... Il y a des élections. Moi, je pense que les élections, en l'occurrence, sont... en tout cas, celles qui arrivent, elles sont capitales pour savoir ce qu'on va faire. Déjà au niveau communal, peut-être au niveau national, mais ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, le visage de Toulouse a été tellement changé en 10 ans qu'on peut penser qu'il le sera beaucoup ensuite. En tout cas, même si c'est une partie de la République au niveau national, ça vaut le coup de s'y intéresser au niveau local. Qu'en dis-tu ? Oui, mais moi je pense que je pense qu'on n'est pas du tout en démocratie. Je pense que la démocratie, elle peut se reconstruire à partir du local, notamment le penser global, agir local, y compris d'un point de vue démocratique, ça a du sens. C'est-à-dire, je discute démocratie avec mon quartier, ma ville, dans une vision beaucoup plus globale. On peut utiliser en plus aujourd'hui un certain nombre d'outils qui permettent de communiquer à l'échelle globale. Et donc je pense qu'effectivement, il faut beaucoup plus de démocratie et que ça pourra aller beaucoup mieux. Et que clairement, si on veut mesurer à quel point la démocratie va mal, il suffit de voir à quel point finalement, tout ce qui est mis en place depuis des années va vraiment au service d'un petit nombre de gens qui sont... alors il y a de plus en plus de millionnaires, de milliardaires en France, on tape des records tellement qu'on a de milliardaires en France. Bon, clairement, si la politique était au service du plus grand nombre, c'est pas ce qu'on verrait, on verrait à peu près l'inverse. Donc effectivement, il faut repenser... CQFD, la démonstration est faite. Voilà, malheureusement on n'est pas en démocratie, mais effectivement il faut se mobiliser. Alors évidemment aux élections locales, clairement, aux élections nationales, et puis surtout entre les élections. C'est aussi où des fois ça fait un peu défaut, parce que si on en discute avec des gens comme Archipel Citoyen, etc., qui proposent des choses, il y a aussi besoin d'énergie entre les élections, parce que la démocratie, c'est pas le jour des élections. C'est surtout entre les élections, pour qu'au moment des élections on puisse avoir un peu plus d'espoir. Et c'est là qu'il faut faire collectif, effectivement. Voilà. Mais ce sera le mot de la fin pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Sacha, merci Gouard. Merci au Poil de la Bête aussi. Et puis Thomas, Michel. Merci à vous. Beaucoup. Merci à bientôt dans d'autres épisodes. Je pense que tout va s'afficher à nouveau. Moi je sais jamais, mais Gouard t'affichera tout ce qu'il faut pour qu'on nous rejoigne, pour qu'on nous suive, pour qu'on s'abonne. Ciao.